Bonsoir à tous, merci d'être sur TVS, la télévision Chekina, notamment à cette édition d'information du soir. Le social pour ou contre les mesures d'austérité prises récemment par le gouvernement de la République, alors que les Gabonais semblent toujours divisés sur la question. Libreville, la capitale gabonaise, se hisse désormais dans le top 20 des villes les plus chères du monde. Pierre Parfait Mbadikoumbre. À Libreville, au moment où les populations sont divisées entre l'adhésion et le rejet des mesures d'austérité prises par le gouvernement le 21 juin dernier en vue du redressement de nos finances, le cabinet Mercer Human Consulting publie un rapport plutôt accablant. Sa 24e enquête annuelle sur le coût de la vie révèle que Libreville est devenue la 18e ville la plus chère du monde en 2018 et la 3e au niveau continental. En Afrique, Libreville arrive derrière Luanda en Angola et Djamena au Tchad, tandis qu'à l'échelle planétaire, elle devance des grandes métropoles telles que Londres, San Francisco, Sydney, Paris ou encore Los Angeles. Cette année, le classement comprend 209 villes sur 5 continents et analyse les coûts comparatifs de plus de 200 biens dans chaque municipalité, incluant des composantes des secteurs du logement, des transports, de l'alimentation, de l'habillement, des articles ménagers et du divertissement. L'Alala à gauche, un quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville, a reçu Raymond Placide Ndomeyo, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du suivi des actes du dialogue qui a initié depuis quelques mois déjà des rencontres citoyennes qui portent sur les mesures d'austérité récemment prises par le gouvernement de la République. Euphrem Yogedzo, Mosconi Ngonomba, reportage. Après avoir mené durant plusieurs mois une tournée interquartier dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, une localité qui constitue à la fois son fief politique, car natif de l'Alala, Raymond Placide Ndomeyo, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du suivi des actes du dialogue, vient d'effectuer un point de chute 6 à son quartier général, occasion tout indiquée de communier non seulement avec les populations de cette partie de la ville sur les questions de l'heure, notamment sur les mesures adoptées par le chef de l'exécutif, lesquelles sont focalisées sur la réduction du train de vie de l'État, la réduction des salaires des agents publics, des membres du gouvernement et leurs équipes, ainsi que la révision à la baisse de façon drastique du nombre des sénateurs. Une diminution de la dépense publique qui doit permettre à l'État de pouvoir économiser plusieurs milliards de francs CFA. C'est un homme, quand il tombe, il se relève, il avance. Il ne faut pas rester dans la boue. Voilà. Et ces mesures ont été fortes. Il commence par lui-même. Vous avez appris tout ce qu'on a vidé de la présidence, plus de 40%. Très important. Au niveau de la primature, plus de 50%. Nous-mêmes là, les ministres, le salaire, on a mis la hache dedans. Déjà, ça avait baissé. Maintenant, c'est encore moins. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas le ministre de l'époque, qui, comme ça, avait des milliards, il lui donnait de l'argent comme ça parce qu'il en avait plein. Maintenant, c'est dur. On travaille. Avant, on disait qu'après le conseil de ministres, on donnait de l'argent au ministre. C'est ce qu'on racontait, non? Aujourd'hui, quand on va en conseil de ministres, depuis que je suis ministre, vous entrez, le président de la République dit, un conseil de ministre, c'est une réunion. Après la réunion, on ne donne pas l'argent. Vous partez chez vous comme vous êtes venu. Voilà, mais vous devez le savoir. Les enseignements sur les valeurs citoyennes n'étaient pas en reste. Chacune des personnes présentes se doit de se conformer aux principes républicains, a martelé l'hôte du jour. Tous ceux qui sont des grands aujourd'hui, ils le sont parce que la République les a conduits à être ministres, à être DG, à être directeurs, à avoir des postes, à avoir des comptes en banque. Parce qu'ils ont été dans la République, ils ont suivi la République. Maintenant, il ne faut pas qu'on vous demande de sortir de la République. Vous sortez de la République, il y a quoi quand on sort de la République? Il y a la prison, il y a le chômage, il y a la mort. Il n'y a pas autre chose quand on sort de la République. Vous pouvez contester. On reconnaît à tout Gabonais de contester.
Même à votre père, il y a des moments où vous contestez, ou à votre mère, vous dites non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais est-ce que vous l'insultez? Vous contestez avec élégance. Papa, quand même, c'est tout moi que l'on envoie. Est-ce qu'on peut envoyer l'autre là-bas hier? Et vous n'insultez pas votre père, n'est-ce pas? C'est comme ça, la République. C'est tard dans la nuit que les 10 échanges ont pris fin entre les populations du quartier Lalala gauche et l'homme qui constitue désormais leur porte-étendard. Investi par son parti, l'Union pour la Nouvelle République UPNR, Victor Ngemandoum a demandé une messe pour le lancement de ses activités politiques, mais aussi pour tous les défunts du clan EFAC. Marielle Ekom. Cette messe de requiem organisée à l'église Saint-Michel de Nkembo marque le lancement des activités politiques de Pantaléon Victor Ngemandoum, candidat aux prochaines élections législatives pour le compte de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, au premier siège du 2e arrondissement de Libreville. Contrairement à certains partis de l'opposition qui ont opté pour une politique de la chaise vide, l'UPNR voudrait bien changer la donne, d'où sa participation à ces législatives. Une élection présidentielle qui est entachée de beaucoup d'irrégularités. Et l'opposition, aucun pensait qu'il ne fallait pas y aller, cette élection. Mais l'UPNR, nous avons estimé que d'abord on n'a pas besoin de division pour le moment. D'abord on a besoin de s'unir. Si nous voulons avancer, nous devons s'unir. C'est pourquoi nous avons décidé d'y aller à cette élection. Et donc nous sommes candidats au premier siège du 2e arrondissement. Et je pense que le peuple, les populations du 2e arrondissement, on soit véritablement des changements véritables. Pas un changement qui se dit dans les discours, mais un véritable changement. Je pense que j'ai fait ce changement. Une messe organisée également à l'intention de tous les défunts du clan EFAC et ses alliés. Les convives ont communié ensemble en partageant un repas. D'autres activités sont prévues tout au long des mois à venir. L'actualité hors de nos frontières nous conduit en France et aux États-Unis d'Amérique. D'abord en France, alors que l'Élysée fait face à un feu roulant de critiques depuis la mise au jour de l'affaire Benalla, la commission des lois de l'Assemblée se dote de pouvoirs d'enquête et à ce propos, le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, sera auditionné dans les tout prochains jours. Reportage. L'affaire Benalla, l'opposition cite un nom, Gérard Collomb, et tous demandent des comptes. Il faut que Gérard Collomb vienne d'abord s'expliquer. En fonction des explications, nous verrons si nous exigeons sa démission ou pas. Il faut que le ministre de l'Intérieur, premier policier de France, vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Monsieur Collomb est maintenant hors d'état de commander la police, pour la raison que la police sait qu'à la première occasion, le ministre de l'Intérieur se défausse sur la hiérarchie policière de ses responsabilités politiques. Depuis ce matin, le débat sur la réforme constitutionnelle est accaparé par l'affaire Benalla. Pour l'opposition, il est devenu impossible de siéger. L'Assemblée ne peut pas continuer son ordre du jour lorsque le gouvernement n'est pas venu s'expliquer. On est dans une situation on ne peut plus grave, au plus haut niveau de l'État, l'Élysée, le ministre de l'Intérieur, tout le monde est impliqué au plus haut niveau. Du côté du gouvernement, on rejette les critiques de l'opposition. On peut se réjouir collectivement que dans notre démocratie, on n'instruise pas les procès sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télévision quand on est dans l'opposition, mais bien qu'on respecte l'institution judiciaire. Mais pour Marine Le Pen, le responsable est tout désigné, Emmanuel Macron. Le pouvoir, qu'il décrivait lui-même comme jupitérien, semble s'affranchir des valeurs sur lesquelles repose notre République. Personne ne peut croire qu'il s'agit d'un débordement individuel. La commission des lois auditionnera le ministre de l'Intérieur mardi prochain. Aux États-Unis d'Amérique, pendant ce temps, un enregistrement compromettant réalisé à l'insu de Donald Trump, le président américain, a été saisi par la police fédérale américaine, le FBI, lors des perquisitions dans les bureaux de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, rapporte vendredi New York Times. Reportage. Voici l'homme qui met le président américain dans l'embarras. Michael Cohen, ancien avocat et bras droit de Donald Trump, est à l'origine d'une nouvelle polémique. Selon le New York Times, il aurait enregistré Donald Trump à son insu. Un enregistrement saisi à son bureau lors d'une perquisition du FBI.
La conversation remonte à 2 mois avant l'élection présidentielle. D'après le journal américain, Donald Trump y évoque un versement d'argent à Karen McDougal, une ancienne playmate, qui aurait eu une relation avec le milliardaire entre 2006 et 2007. Mais selon l'avocat du président américain, Donald Trump faisait plutôt référence aux modalités d'un remboursement de l'éditeur d'un tabloïd des droits versés à Karen McDougal pour son témoignage. Si la police fédérale s'intéresse à cette affaire, c'est qu'un tel paiement pourrait avoir enfreint les règles de financement de sa campagne présidentielle, d'autant que Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai. En novembre 2016, il avait acheté le silence de Stormy Daniels, une actrice pornographique avec laquelle il avait eu une relation par le passé. Pour l'heure, l'avocat du président américain reconnaît l'existence de l'enregistrement, mais nie tout versement d'argent. L'issue devrait dépendre de Michael Cohen. Menacé par la grande enquête menée par le procureur Mueller sur l'ingérence russe pendant la campagne présidentielle, il serait désormais, selon les médias américains, déterminé à collaborer. Du sport à présent, débuté le 16 juillet dernier, la caravane Moana Foot a pris fin hier avec l'étape de 3 quartiers. Durant 5 jours, les organisateurs ont sensibilisé les jeunes sur l'importance des études dans la vie d'un footballeur. Ulrich Simaela, reportage. Le 3 quartiers a marqué la 5e étape parrainée par Juliette Mengue et Yannick Mendam, une étape marquant également la fin de la caravane Moana Foot 2018. Ambiance, jeux et enseignement étaient au rendez-vous dans cette partie de Libreville. Le mini-tournoi de football a vu les équipes Tequista et le Real de Madrid en finale. Une rencontre remportée par Tequista par l'épreuve des tirs au but après un score de parité de 1 but partout au terme du temps réglementaire. Il faut noter une particularité dans cette étape, à savoir la présence d'une équipe féminine au mini-tournoi. La NFPG, en association avec la Promada, par cette initiative, ont permis aux jeunes d'étaler leurs rêves en devenant un jour des footballeurs professionnels, mais avec des bonnes bases scolaires. De l'autre côté, c'est le message qu'on continue à véhiculer, qui est celui de la lutte contre l'analphabétisme en milieu sportif, et footballistique en particulier, donc avec le slogan « Football oui, mais école d'abord ». Donc c'est ce message qu'on continue à véhiculer. Et de l'autre côté, ça nous lance également dans la 3e étape qui est en lien avec le service formation et reconversion que nous avons mis en place. Parce que le tout n'est pas de rassembler seulement les jeunes, mais c'est que derrière, ceux qui veulent faire également une carrière footballistique, on puisse continuer à les suivre, donc à accompagner leurs études, quitte à les prendre en charge avec les partenaires effectivement qui nous accompagnent là-dessus pour qu'on puisse diminuer effectivement le taux d'analphabétisme en milieu. Juliette Mengue, marraine de cette étape, a interpellé les organisateurs à associer les responsables des écoles de foot afin que les talents dénichés soient pris en compte. D'où cet événement de Moana Foot qui a permis à tous ces jeunes de s'exprimer, et de là on a vu des jeunes talents qui sont cachés. Mais à la prochaine édition, je demanderai aux organisateurs de faire venir les présidents de l'école de football pour prendre tous ces jeunes qu'on a pu voir tout à l'heure. Et en dehors du thème de cet événement qui est l'école aussi, football aussi, l'école d'abord. J'ai dit à cette équipe de prendre l'école au sérieux. J'ai pris mon exemple quand je faisais dans le sport, j'arrivais à concilier les études et le sport. Et même à mon âge, je continue toujours à le faire. Donc j'ai dit à ces jeunes aussi d'en avoir l'esprit sportif quand ils font le sport, respecter les adversaires, être honnête, respecter les officiels aussi. Donc, bonne chance à tous ces jeunes. La remise du prix d'encouragement à l'équipe féminine a donné une couleur particulière à cet événement avant de remettre les récompenses aux finalistes. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et pour la boucle de ce journal, voici à présent la rubrique Expression libre. Question posée par Yasser Nicolas Ndong, à savoir, comment appelle-t-on le cheval mâle? Cheval mâle, non, je suis désolé, excusez-moi. Moi, je suis là à la gare routière, je travaille de mon chemise, je suis électricien auto. Allez-moi, on a besoin de votre service. Ça que vous travaillez, c'est vraiment... Comment appelle le cheval mâle? Le cheval mâle, c'est la mauvaise vie que nous en vivons là. Il n'y a rien, on a besoin de... Comment appelle-t-on? Moi, je ne connais pas.
C'est le cheval, non, ou bien? Non, je ne connais pas. Là, aucune idée. Aucune idée. Le cheval mâle, c'est les talons, alors que le cheval femelle, c'est la jument. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.